Pour comprendre comment la physique quantique s'est construite, suivons ensemble les grandes étapes et les théories majeures en découvrant les contributions de chaque physicien année après année. À chaque étape, j'expliquerai leurs théories pour montrer pourquoi ces idées ont parfois suscité de grands débats et controverses entre ces génies. Dans un premier temps, je vous présenterai les idées de chacun, puis dans un second temps, je développerai leurs théories ainsi que leurs points de désaccord. 1900, Max Planck et la naissance des quantas. Jusqu'en 1900, la lumière était considérée uniquement comme une onde. À la toute fin de cette année, Max Planck, le père de la physique quantique, révolutionne cette idée en introduisant le concept que l'énergie n'est pas continue, mais divisée en petits paquets appelés quantas. Sa fameuse constante notée H mesure la taille de ces petits paquets et montre que l'énergie s'échange par sauts indivisibles. Elle montre également que tout, à petite échelle, est quantifié et non continu. La constante de Planck s'exprime en joules secondes. Cette énergie seconde correspond à la plus petite quantité d'action possible dans le monde quantique. Par exemple, elle permet de calculer l'énergie d'un photon, une particule de lumière, à partir de sa fréquence. Si on prend un photon de lumière verte, dont la fréquence est de 540 THz, soit 540 10 puissance 12 Hz, son énergie sera de 6,626 10 puissance moins 34 multiplié par 540 10 puissance 12, c'est-à-dire environ 3,58 10 puissance moins 19 joules. Cette notion de quantification bouleverse la physique classique et inspire toute une génération de chercheurs. 1905, Einstein et l'effet photoélectrique. En 1905, Albert Einstein reprend l'idée de Planck pour expliquer l'effet photoélectrique. Il montre que la lumière se comporte aussi comme un flux de particules, les photons. Quand un photon frappe un métal, il peut en arracher un électron seulement si sa fréquence est assez élevée, peu importe l'intensité de la lumière. La fréquence détermine l'énergie de chaque photon et correspond à sa longueur d'onde. Plus la fréquence est élevée, plus la lumière est bleue ou violette, plus elle est basse, plus la lumière est rouge. L'intensité lumineuse mesure la quantité totale de lumière envoyée, c'est-à-dire le nombre de photons qui arrivent chaque seconde sur une surface. Donc, si la lumière est trop rouge, aucun électron ne sortira, même si la lumière est très intense. Mais une lumière bleue, même peu intense, peut arracher des électrons. Cette découverte confirme que l'énergie de la lumière est échangée par petits paquets, ou quantas, et vaut à Einstein le prix Nobel de physique en 1921. 1909-1911, Rutherford et le noyau atomique. En 1909, Ernest Rutherford, avec Hans Geiger et Ernest Marsden, réalise l'expérience de la feuille d'or. Il bombarde une fine feuille d'or avec des particules alpha. Ce sont des noyaux d'hélium émis par des atomes radioactifs. Petit aparté, une particule alpha est un noyau d'hélium constitué de 2 protons et 2 neutrons, mais sans électrons. Elle est émise lors de la désintégration de certains atomes radioactifs lourds, comme l'uranium ou le polonium, lorsque ces atomes cherchent à devenir plus stables. Lorsqu'un noyau instable éjecte une particule alpha, il perd ainsi 2 protons et 2 neutrons, ce qui le rend plus léger et plus stable. Elle traverse difficilement la matière, une simple feuille de papier ou la couche superficielle de la peau suffit à les arrêter. Rutherford, Hans Geiger et Ernest Marsden constatent alors que la plupart des particules traversent la feuille sans être déviées, comme si l'atome était presque entièrement vide, mais que certaines sont fortement déviées ou même rebondissent. Cela révèle que l'atome est constitué en grande partie de vide, avec un minuscule noyau central, très dense et chargé positivement, autour duquel gravitent les électrons. Ce modèle de Rutherford est proposé en 1911.
1913, Bohr et les orbites quantifiées. En 1913, Niels Bohr constate que le modèle de Rutherford pose un problème. Selon la physique classique, les électrons devraient perdre de l'énergie en tournant autour du noyau et finir par s'y écraser, ce qui n'arrive pas. Pour résoudre ce paradoxe, Bohr s'inspire alors de l'idée des quantas d'énergie de Planck pour proposer que les électrons occupent des orbites bien précises appelées orbites quantifiées autour du noyau. Ils ne peuvent changer d'orbite qu'en absorbant ou émettant une quantité fixe d'énergie appelée quantum d'énergie. Ces transitions, ou sauts quantiques, expliquent la stabilité des atomes et les raies spectrales observées. Ce modèle fonctionne parfaitement pour l'atome d'hydrogène. Voici les principes essentiels du modèle de Bohr. Premièrement, les électrons tournent sur des orbites circulaires bien définies autour du noyau et n'émettent pas d'énergie tant qu'ils restent sur ces orbites. Deuxièmement, un électron ne peut pas se trouver entre deux orbites. Troisièmement, chaque orbite correspond à un niveau d'énergie précis. Plus elle est éloignée du noyau, plus l'énergie de l'électron est élevée. Quatrièmement, un électron peut sauter d'une orbite à une autre en absorbant ou en émettant un photon, appelé quantum de lumière, dont l'énergie correspond exactement à la différence entre les deux niveaux d'énergie. Cinquièmement, ce mécanisme explique les raies spectrales observées dans la lumière émise par les atomes. Chaque raie correspond à la transition bien précise d'un électron entre deux orbites. Cependant, ce modèle ne s'applique qu'à l'hydrogène et aux ions hydrogénoïdes, c'est-à-dire les atomes à un seul électron, pour trois raisons fondamentales. Premièrement, l'interaction entre électrons. La répulsion mutuelle des électrons modifie les niveaux d'énergie, rendant impossible une description par des orbites fixes, comme chez l'hydrogène. Deuxièmement, les spectres deviennent plus compliqués. L'énergie de chaque électron dépend désormais à la fois de sa distance au noyau et des positions des autres électrons, générant des spectres impossibles à décrire par un seul nombre quantique. Et troisièmement, les limites du modèle classique. Bohr imaginait les électrons comme des particules sur des trajectoires précises, héritées de la mécanique classique, alors que la mécanique quantique montre qu'ils ont des comportements probabilistes et des états bien plus complexes, surtout dans les atomes lourds. Pourquoi ce modèle échoue-t-il avec les atomes lourds? Le modèle suppose un électron isolé orbitant autour d'un noyau fixe. Dès qu'un second électron est présent, sa charge négative perturbe le champ électrostatique, brisant la symétrie du système hydrogénoïde. Mais malgré ces limites, le modèle de Bohr est publié en 1913. Il a reçu un immense succès à son époque dans la compréhension du comportement atomique, même si la mécanique quantique montrera plus tard que les électrons ne sont pas vraiment sur des orbites fixes. 1924. Louis de Broglie et la dualité onde-particule. En 1924, Louis de Broglie généralise la dualité onde-particule à toute la matière. Il propose que chaque particule possède une onde associée dont la longueur dépend de sa quantité de mouvement, vitesse et masse. Sa formule, lambda égale h sur p, montre que plus une particule va vite ou est lourde, plus sa longueur d'onde est courte. Lambda est donc la longueur d'onde, h la constante de Planck et p la quantité de mouvement de la particule. Cette hypothèse, confirmée par la suite, révolutionne la vision du monde quantique. Même les objets matériels ont un comportement ondulatoire. Année 1920, la mécanique quantique prend forme. La mécanique quantique se structure grâce à plusieurs physiciens. Werner Heisenberg développe la mécanique matricielle et le principe d'incertitude qui affirme qu'on ne peut jamais connaître parfaitement certaines propriétés d'une particule en même temps, comme sa position et sa vitesse. Plus on mesure précisément l'une, moins on connaît l'autre.
ce n'est pas une question de technologie, mais une limite fondamentale de la nature à l'échelle microscopique. Erwin Schrödinger. Erwin Schrödinger joue un rôle particulier dans le débat entre Bohr et Einstein sur la nature de la mécanique quantique. Il n'adhère ni totalement à la vision de Bohr, où le hasard et la probabilité sont fondamentaux, ni à celle d'Einstein, qui refusait le hasard et cherchait une explication déterministe. Schrödinger propose la mécanique ondulatoire et son équation fondamentale. Selon lui, un électron peut être à plusieurs endroits ou dans plusieurs situations à la fois tant qu'on ne le mesure pas, car la nature quantique fonctionne avec des superpositions d'états, et non des états uniques comme dans le monde classique. Max Born donne l'interprétation probabiliste de la fonction d'onde. Wolfgang Pauli propose en 1925 le principe d'exclusion. Deux électrons ne peuvent jamais occuper exactement le même état quantique dans un atome, ce qui explique la structure en couches des atomes et la stabilité de la matière. Dans un atome, chaque électron est décrit par 4 nombres quantiques. Ce sont comme des coordonnées qui indiquent son niveau d'énergie, sa forme d'orbite, son orientation dans l'espace et son sens de rotation, appelé spin. Si 2 électrons avaient les mêmes coordonnées quantiques, ils pourraient s'entasser au même endroit, avec la même énergie, ce qui rendrait la matière extrêmement instable et concentrée. Ce principe permet donc d'expliquer pourquoi les électrons se répartissent en couches autour du noyau et pourquoi la matière est stable et ne s'effondre pas sur elle-même. Pauli propose aussi, en 1930, l'existence du neutrino pour expliquer certains phénomènes de radioactivité. Paul Dirac invente en 1928 l'équation de Dirac, unissant mécanique quantique et relativité restreinte pour décrire le comportement des électrons et particules similaires à des vitesses proches de celles de la lumière, là où les équations antérieures échouaient. Cette équation prédit mathématiquement l'existence de l'antimatière, notamment le positron, identique à l'électron mais de charge opposée, découvert expérimentalement peu après. Elle explique aussi le spin des particules, révélant une rotation intrinsèque des électrons, cruciale pour la structure atomique et les propriétés magnétiques des matériaux. Dirac contribue également à la statistique de Fermi-Dirac décrivant la répartition des électrons dans les atomes et fonde l'électrodynamique quantique, théorie des interactions lumière-matière à l'échelle microscopique. Un débat fondateur est l'intrication quantique. Au cœur de la controverse, Bohr et Einstein s'opposent sur la place du hasard dans la nature. Pour Bohr, incertitude et probabilité sont au centre de la réalité quantique. On ne peut décrire un phénomène sans préciser comment il est mesuré. Pourquoi Bohr pensait au hasard alors qu'il a bien défini son modèle de niveau d'énergie ? Même si les niveaux d'énergie sont bien définis dans son modèle, Bohr pense que le hasard intervient quand un électron change de niveau. On ne peut calculer que la probabilité que cela arrive, jamais le moment exact, car cette action modifie inévitablement le système. Pour lui, ce flou est la nature même de la physique quantique. Einstein, lui, rejette cette idée d'incertitude et considère la mécanique quantique comme incomplète, espérant une théorie plus profonde qui supprimerait le hasard apparent. Il reconnaît cependant que le modèle de Bohr explique bien certains phénomènes comme les raies spectrales de l'hydrogène. Heisenberg soutient Bohr avec son principe d'incertitude, tandis que Schrödinger propose une vision ondulatoire de la matière, mais reste sceptique face à l'idée d'une réalité purement probabiliste. Le débat atteint son sommet en 1935 avec le fameux paradoxe EPR, une expérience de pensée proposée par Einstein, Podolsky
et Rosen, d'où les initiales EPR, pour mettre en évidence, selon eux, l'incomplétude de la mécanique quantique. Ils imaginent une situation où, selon la théorie quantique, deux particules peuvent rester liées à distance. Si l'on mesure une propriété, comme la position ou la vitesse de la première, on connaît instantanément celle de la seconde, même si elles sont séparées par des années-lumière. Ce phénomène, appelé aujourd'hui intrication quantique, semblait absurde à Einstein et ses collègues, qui pensaient qu'il devait exister une explication plus profonde, cachée, et que la mécanique quantique ne décrivait pas toute la réalité. Pour eux, ce comportement montrait que la théorie était incomplète, car ils refusaient l'idée d'une influence instantanée à distance et pensaient que les particules devaient avoir des propriétés bien définies, indépendamment de toute mesure.